Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode actu, l'épisode hebdomadaire, le Restons Connectés numéro 84. Cette semaine, on va parler du FC Paris, on va parler de quoi d'autre encore. On va parler de Dricus du Plessis, on va parler de Ramzat Chimaev, on va parler de pas mal de choses justement. Donc ça va être, je pense, très intéressant. Donc des notes qu'on a pris en deux fois parce qu'on devait le faire en fin de semaine dernière et on le fait en milieu de semaine cette semaine. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui ont évolué entre temps et tout ça et qui évolueront encore, mais c'est pas grave. On vous parle de tout ça à un instant T. Avant de commencer, toujours le lien vers Import Fight, ce site de textile et de matériel de boxe, MMA et grappling. Tu vois, quand je suis mieux réveillé, ça passe beaucoup mieux. De matériel avec des marques qui ne sont vendues qu'en France sur ce site, que ce soit Primo, Corner, Hit and Move. Donc voilà, si vous voulez avoir du style avec du textile ou du matériel que les autres n'ont pas, ça se passe sur ce site. Vous avez un code promo Tatami10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis voilà, à faire travailler le petit commerce. C'est très bien tout ça. Là, arrêtons avec les grosses machines. Puis un jour, quand Panther Price c'est une grosse machine, je dirais faites fonctionner les grosses machines. C'est important. Faites fonctionner les grosses machines. Non, Tatami10, n'hésitez pas, franchement. Matériel de qualité, c'est là-bas que ça se passe. Le lien est en description. On commence avec justement, on parlait du petit commerce et du marché français. L'UFC Paris qui est officialisé. On avait dit qu'il y avait une rumeur comme quoi il n'y aurait pas d'UFC Paris sur la carte sur en tout cas le planning de l'UFC cette année. Finalement, ça va se faire. C'est Dana White qui l'a dit lors d'une conférence de presse à la fin de l'UFC 314. Il a été interrogé, je crois que d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est Pierre Donocens qui a posé la question. Je sais pas, je sais plus. J'ai vu cette question. Alors de mémoire, je sais plus qui l'a posée, mais la réponse était positive. Ouais, c'est ça, parce que je croyais que justement, tu sais, il y avait, je croyais que dans Mandal, c'est lui qui avait dit ça. Bon, bref, on verra. Je sais plus si c'est vraiment lui ou pas, ou si c'est lui qui en parlait dans Mandal et que j'ai fait un amalgame, ce qui est fortement possible. En tout cas, il a dit, je ne suis toujours pas allé à Paris pour un combat, donc précisé, pour un combat. Mais on m'a dit que l'ambiance était incroyable et qu'il fallait que j'y aille. Mais la réponse est oui. L'UFC Paris aura bel et bien lieu cette année. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Alors toujours pas de réponse si ça sera un numéroté ou pas un numéroté. Le fait d'avoir la certitude qu'il y ait un UFC Paris, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, savoir qui sera présent et qui sera main event de cette UFC, that is the question, parce qu'il va se passer tellement de choses là dans les semaines qui arrivent et dans les mois qui arrivent pour qu'on ne puisse pas du tout dire qui sera sur cette carte en fonction de si c'est un numéroté ou si c'est un Fight Night. Écoute, c'est la grande inconnue. Tu sais, d'habitude, on peut se projeter un petit peu. Cette fois-ci, j'ai pas l'impression d'arriver véritablement à me projeter sur les combats qui auront lieu sur cette UFC véritablement, tu vois. Oh, non, quelques-uns, mais pas tous. On en avait déjà parlé. Hein. Déjà, pour trouver le main event, c'est très compliqué. Parce que les grosses têtes d'affiche vont combattre là. En tout cas, il y a Manon qui va combattre là. Cyril Gane, visiblement, ça commence à... En fait, tu sens que ça se prépare. Quelque chose, et je pense pas que ce soit l'UFC Paris, je pense que ce sera avant. Donc ouais, difficile à dire. Difficile à dire. Encore plus si c'est un numéroté. Honnêtement, je pense qu'on va rester sur un format Fight Night. Hein. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est pas encore le moment. Je pense que, alors visiblement, d'après ce que disait Julien Casier, il n'y a pas de contre-indication à ce que ça soit un numéroté la nuit, tu vois. Mais en tout cas, niveau réglementation, c'est possible en France et notamment sur Paris. Maintenant, oui, c'est vrai que je pense que pour l'instant, en tout cas, l'UFC n'est peut-être pas encore enclin à nous donner un numéroté, ce qui est tant mieux, hein, parce qu'un UFC, nous on l'a dit souvent, un UFC aux horaires américaines sur le sol français, pour moi c'est une aberration, ça conduit à la contre-performance, c'est pas du tout bon ni pour les combattants français ni pour le public français, donc le Fight Night c'est très bien comme ça. Maintenant, effectivement, parce que tu parles de Gane, effectivement, lui, il va sûrement bientôt combattre. Maintenant, ça veut pas dire s'il combat là très prochainement, il peut toujours combattre à l'UFC Paris, tout dépend comment ça se passe. Manon Fiorot,
si elle remporte la ceinture sur un Fight Night, c'est pas possible. Mais il y a aussi, on en parlera plus tard dans le podcast, mais Nassourdine, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec l'annonce qui est sortie sur Dricus du Plessis. En tout cas, la rumeur sur Dricus du Plessis. Donc Ouais. c'est vrai que c'est un peu, Il y a un peu Nassourdine, compliqué de se projeter. il y a BSD aussi. BSD qui a déjà fait main event et qui combat là, donc qui serait apte en cas de victoire à recombattre en septembre, tu vois. Ouais, moi je parlais plutôt de Manon et de Nassourdine pour des si jamais titre il y a d'ici là, quoi. Tu vois, enfin chance au titre, enfin tu vois, s'ils sont champions tous les deux, forcément ça les exclut d'office d'un Fight Night sur un UFC Paris. Ouais, Donc c'est c'est sûr. pour ça, faut voir. Mais oui, BSD, si ça se passe bien, effectivement, un combat à l'UFC Paris, ça se ferait. Une Nora Cornol, je pense que ça va se faire aussi, puisque voilà, elle a gagné sans trop de dégâts. Je pense qu'un Morgan Charrière, c'est Franchement, possible. Je pense qu'un Faresiam, si jamais ils le font pas combattre d'ici là, c'est possible. Pareil il y a pour. quand même du monde, hein. Il y a quand même pas mal Ouais, de monde côté français. T'allais dire qui d'autre? Gomis. Kevin Jousset, il est encore à l'UFC. Kevin Jousset est encore à l'UFC, donc lui aussi, potentiellement, on peut le faire combattre sur un UFC Paris. Donc voilà, après ça retarde un petit peu tout ce monde-là, mais bon, c'est dans quelques mois, on va dire, dans quelques mois. Pour Gann, j'espère pas qu'ils attendront l'UFC Paris, parce que ça fait trop longtemps déjà qu'on ne l'a pas vu. Enfin, tu sais, il a eu trop de temps d'absence, même avant Volkov. Donc il faut qu'il combatte. Tu vois, Ça, c'est il y clair. a un En fait, le moment. truc, ça serait même. S'il combat l'UFC Paris, ça sera pas contre un adversaire de ouf. Là, Gann, ce qu'il lui faut, c'est un numéroté contre un gros nom. Ben c'est ça. Je suis d'accord. Surtout qu'il travaille dans le bon sens, Cyril Gann, puisque là justement notre deuxième actu, c'est enfin si t'as plus rien à dire sur cette UFC Paris, c'est qu'il travaille sa lutte, en tout cas où il a travaillé sa lutte au Bahreïn. Donc dans une grosse team là-bas, il a publié un post sur Instagram le montrant s'entraînant à la KHK MMA, donc au Bahreïn avec Fernand Lopez qui était dans sa valise. Il l'amenait avec lui. Bon, c'était un peu en surplus de bagages, mais c'est pas grave, il était quand même là. Et il a travaillé sa lutte et son MMA avec de gros gabarits. Je sais pas si tu as vu les images. Si, j'ai vu. Et déjà, on sait qu'il voilà, il s'est remis de sa blessure, ça c'est une bonne chose. Mais j'ai bien aimé, tu vois, on parle d'aller au Daghestan et tout ça, il n'y a pas besoin d'aller au Daghestan. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller au Bahreïn non plus, mais c'est bien d'avoir des poids lourds, parce que c'est ça que j'ai aimé en fait sur cette vidéo, c'est le nombre de poids lourds dans un même endroit. C'est ça. Alors, tu dis, ouais, y a pas besoin, il n'y a pas besoin, ça dépend de la catégorie, hein. C'est vrai que le profil de Cyril Gann, c'est pas le plus commun que tu vas trouver en France. Oui, je suis d'accord. Donc, oui, quand tu es un poids léger, tu peux sparer partout, il y aura du niveau partout. Quand tu es un mec de 115, 120 kilos, c'est plus difficile de trouver les sparring adéquats. Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'on manque pas de poids lourds non plus en France. Maintenant, c'est peut-être pas forcément dans le MMA. Il y en a, mais c'est peut-être pas forcément dans le MMA des poids lourds en tout cas athlétiques comme c'est le cas pour Gann. Là, visiblement, il y en avait. Il y en avait. Et ce que j'ai aimé, c'est que même en boxe, tu sais, sur les bouts de vidéo qu'on a vus, il y avait du répondant, même en boxe au Bahreïn, là, dans cette team-là. Et j'aime bien l'idée. Alors, tu sais, on sait qu'il avait travaillé avec Cyril Marais, le Judo. judoka, donc pour travailler son judo nogi, on va dire. Mais là, le fait de travailler en lutte pure avec des lutteurs de qualité, visiblement, en tout cas, ce que j'ai vu en termes de travail, tu vois, c'était cohérent. Single leg, travail à la cage. Enfin, tu vois, c'était vraiment très spécifique au MMA et très simple. Donc c'est bien, tu vois, de voir qu'il met quand même l'accent là-dessus. Tu vois, c'est rassurant sur le fait que ça y est, les remarques et les critiques ont été entendues, entre guillemets. Il a eu conscience des problématiques qu'il a eues dans ses combats et que pour passer un step, il est dans l'obligation en fait d'aller travailler au moins sa lutte. Tu vois, même s'ils sont seuls, il faut le travailler, mais c'est peut-être un peu plus long. Mais déjà, s'il veut mettre en place sa boxe sans crainte, déjà travailler sa lutte défensive et offensive, c'est déjà quelque chose de prépondérant, tu vois, avant de parler de sol et de quoi que ce soit. Tu vois, pourtant, nous, des gens du sol, mais on sait que le point clé, la charnière, c'est la lutte. Donc c'est bien de le voir travailler comme ça. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je pense que sa lutte, il a travaillé déjà bien, hein. Parce que honnêtement, hormis bon, Ngannou qui l'arrache et Jones, jusque-là, il n'a pas eu trop de problèmes à gérer la lutte. Et même offensivement, il est plutôt bon offensivement en lutte. On Hmm. l'a encore vu contre Volkov, hein.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, c'était bien, c'était propre, c'était académique. Là, je pense qu'il avait besoin, tu sais, d'être dans le dur un petit peu, tu vois. D'être dans le concret, on va dire. Non, Parce que c'est clair. il a des facilités, ça on le sait. Et effectivement, on le savait, tu vois, le single leg parfait, saisie de la jambe, belle pression de l'épaule, petite rotation et tout ça. Mais on sentait que voilà, si le côté one shot, tu vois, ne fonctionnait pas, dans la lutte en chaîne, c'est là où ça commençait à poser problème. En fait, dès qu'il fallait faire des transitions. Et là, alors on n'a pas vu grand-chose, hein, mais sur le peu de vidéos qu'on a vu, tu vois quand même qu'il y a un accent sur ces transitions-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est la lutte en soi, tout le monde peut lutter quelqu'un. Alors, non, dit comme ça va être un peu bizarre. Mais tu sais, sur une amenée, tu sais, si quelqu'un sait pas vraiment défendre ou si tu as des facilités, effectivement, tu vas saisir la jambe et puis voilà, ça passe ou ça casse. Si ça casse, tu lâches le contact et tu pars. La vraie lutte, ceux qui ont le vrai meilleur niveau en lutte, c'est ceux qui peuvent faire des transitions d'une technique à une autre. C'est comme le sol. Je te dis, je m'allonge par terre, je te donne mon bras, je te dis, mets-moi un juji, tout le monde peut mettre un juji, tu vois. Maintenant, passer d'une garde fermée à un triangle pour attaquer un juji, repartir sur une omoplata, repartir ensuite renverser. Enfin, tu vois, toutes ces transitions-là, c'est ça qui fait que tu as un L'enchaînement, vrai niveau. l'enchaînement de technique. Donc voilà, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai hâte de voir cette transposition dans la cage. Contre qui? That is the question. Bah, c'est toujours le même débat, hein. Honnêtement, cette KT, elle tourne en rond. On le dit, on le répète. Euh, En tout cas, j'espère que le prochain adversaire sera un vrai test justement pour cette partie du combat-là, que ce soit la lutte ou le sol. Ouais, mais alors dans ce cas-là, faut pas que ça soit comment il s'appelle déjà? Ah ben non, Pavlovitch, jamais de la vie. Pavlovitch. Ouais. Non, non, Ouais. y a que deux noms. Alors, la logique, mais visiblement, c'est en train de bien de bien se goupiller pour avoir le combat de Jones contre Aspinal. Mhm. Mais mis à part ça, la logique, ça aurait été Aspinal contre Gann. Et s'il n'y a pas ça, moi, il n'y a que deux noms, hein, c'est Almeida ou Curtis Blades. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Almeida parce que lui provoque énormément Gann, mais Blades, même si je crois qu'il est sur une défaite, si je me trompe pas, contre Aspinal, il a pas combattu Ouais, il depuis. est sur une défaite. Ouais. C'est quand même le mec qui. T'as vérifié? Je vais vérifier quand même. Ouais, vérifie. Parce que je sais plus s'il a combattu entre-temps ou pas. Je sais que qu'il avait fait une victoire contre Almeida, puis après il a combattu contre Aspinal. Maintenant, est-ce qu'il a recombattu entre-temps? Non, non, il a perdu, il est sur une défaite contre Aspinall. D'accord. Donc, même si moins bien classé, c'est quand même enfin, c'est quand même le dernier à avoir tenté sa chance au titre. Hein, tu vois, même si on va dire que Gann est le mieux classé pour venir affronter Aspinal, Mhm. bah finalement celui qui a grillé la priorité c'est Blades. Et Blades, donc même s'il est moins bien classé, il chute du titre, enfin tu vois, de la chance au titre. Donc c'est finalement dans le niveau d'adversité, c'est cohérent. C'est cohérent. Si tu dis qu'il est capable d'aller combattre pour le titre, ça veut dire qu'il est capable de battre le numéro un contender, tu vois. Bien sûr, et puis c'est surtout qu'en termes de style. Tu vois, les styles font les combats, et c'est vrai que il apporte des questions dont on n'a pas encore de réponse sur Cielgan. Parce que ça serait clairement, ouais, bah, hormis Jones, ça serait le meilleur lutteur que Gann affronte. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que c'est le Et meilleur limite, lutteur de la KT, hein. Blades, il y a Almeida qui a une très très bonne lutte. Il y a Blades, hormis ça, bon, il y a Spinal qui shoot rarement, mais quand il shoot, il réussit. Donc on ne peut pas trop parler de sa lutte parce qu'on ne sait pas quand il y a la résistance que ça donne. Mais techniquement, ouais, Blade, c'est sûrement ce qui se fait de mieux dans la KT. oui, je suis d'accord. Après, le seul Blade, défaut de Blade, c'est que quand tu le boxes et que tu le cognes un peu trop fort, il abandonne, quoi. C'est ce ça qui le n'est pas le problème. cas de Cyril Gane. Parce que Ce tu qui n'est pas regardes le toutes cas de les Cyril. défaites de Blade, c'est contre les gros punchers de la KT. Là, Ouais. il y a un vrai problème psychologique. Depuis sa première défaite contre Ngannou, dès qu'un mec cogne vraiment fort, il fait n'importe quoi, il panique et il sent pas lui-même sur les coups, il fait les mauvais choix. Contre Cyril Gane, c'est pas le cas. Cyril Gane, c'est pas un profil à t'éteindre sur une frappe. Ouais, je suis d'accord. Non, ce combat, ça fait longtemps que j'y pense aussi, et c'est vrai qu'il me plaît énormément.
C'est vrai que ça me plaît énormément. Donc bon, je sais pas ce qu'il en est du côté UFC, mais bon, c'est vrai qu'il est rarement cité Blades pour Gann et c'est une bonne chose. Donc à voir, à voir. Au moins on aurait nos réponses. Je veux des réponses. Je sais que, tu sais, en fait je suis partagé entre le côté français de me dire il faut un combat qui finisse par un verre pour essayer d'avoir une chance au titre, pour être avec un maximum de champions potentiels français. Mais à la fois, tu sais, vaut mieux rencontrer les problématiques avant Ouais, qu'après, tu vois. je suis Enfin, qu'après. d'accord. Non, je te dirais non, si t'es champion. Mais bon, que pendant, on va dire. Parce que Aspinal, justement, ça serait le pendant. Ouais, et Encore une puis fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la chance au titre, c'est le pendant, c'est la lutte qui pose problème. c'est une étape supplémentaire. Tu coches des cases. Tu vas attaquer ton titre en étant encore plus confiant. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On enchaîne avec un autre Français. Si ça te va, Mhm. avec Nassourdine. Alors là, vous me permettrez, parce que je ferai un petit step, parce que justement, je vous ai dit, on a pris les notes en deux parties, donc je vais commencer là, et puis après, il faudra que je cherche mes notes d'après. On va faire des petits bons dans mes notes. Donc, Nassourdine, Imavov, en fait, et Caio Borraio qui se cherchent. En fait, Borraio qui cherche un peu tout le monde, on va dire, parce qu'il y a eu un changement, et on va en parler juste après, qui fait qu'aujourd'hui, il change un peu de cible. Mais à la base, lui, ce qu'il veut, c'est se rapprocher le plus rapidement du titre. Et donc, il s'était attaqué à Nassourdine en disant, je pense que c'est le combat qui a le plus de sens. Le vainqueur aura une chance pour la ceinture. S'il ne veut pas combattre, pas de souci. Tu passes après moi dans la file d'attente. Et un Nassourdine. Alors, il y a eu attaque, réponse, attaque, réponse. Nassourdine qui dit oui, une proposition de combat contre Borraio m'a bien été transmise. Toutefois, nous sommes également en discussion autour d'un rôle de remplaçant pour le prochain combat pour le titre de poids moyen. Une opportunité cohérente avec le parcours et les performances de Nassourdine en fin d'année. Donc ça, c'était C'est Nicolas Haute qui enfin, dit ça. ces dernières années. Je pense que ça, c'est Nicolas Haute Ouais. ou son manager. Je sais pas, Non, non, j'ai c'est pas noté Nicolas qui Haute, avait il me dit ça. semble. Et t'as Borraio qui a répondu, Nassourdine, il m'a fui, Whittaker fuit. Il ne reste qu'un seul gars en tête, Anthony Hernandez. On est tous les deux sur une série de 7 victoires. Prépare-toi à être fini. C'est le combat à mener pour savoir qui est le prétendant numéro 1 à la ceinture. Personne n'a plus de victoires que nous. Celui qui gagne va à la ceinture. Donc, sauf que le truc, ce que j'ai noté, c'est que Nassourdine, c'est Adesanya, Brendan Allen, Jarod Cannonier et Roman Dolidze. Contre D'accord. Borraio, pour Borraio, c'est Paul Craig et Cannonier, quoi. Non, ils sont pas au même niveau. Pour moi, ils sont pas Ah, au pas même du tout. niveau, loin de là. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, il l'a bien compris. En fait, il a bien compris qu'il y a un flottement dans cette KT et qu'il y a moyen, Ouais. avec la hype qu'il a, et surtout son équipe, en fait, de surfer sur le truc pour passer devant. Il aurait tort de s'en priver, hein. En termes de management, c'est ce qu'il faut faire, hein. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que, tu vois, l'UFC qui aime les gens entreprenants, tu vois, c'est ça qui me fait peur, en fait, dans cette histoire. Parce que Borraio, on voit qu'il est vraiment, tu sais, dans la demande, il fait du forcing à la mort. Là où, encore une fois, Nassourdine, il est dans la posture de c'est normal. Tu vois, en fait, il y a une logique, on est dans la négociation, tout va bien, je serai sûrement remplaçant, tu vois, donc ça veut dire que je m'installe, que je suis tu sais, le premier sur la liste. Sauf que le problème, c'est que ça arrive, que l'UFC, en fait, se dise oui, c'est logique, c'est ce qui s'est passé avec Manon, même si on avait des doutes, mais il y a des fois où ça passe pas, tu vois, il y a des fois où, effectivement, tiens, le cas comment il s'appelle, Gamrot, tu vois, où il avait été remplaçant et puis finalement il a été relégué à ouais, finalement on a trouvé mieux en termes de hype. Tu vois, avec une team nerd qui a le vent en poupe de plus en plus, tu vois, on sent que Ouais. l'UFC pousse. On a vu le côté marketing avec l'UFC qui vend les lunettes de la team nerd. Après, Ça m'inquiète un peu quand même. la différence, c'est que Gamrot, il était pas bien classé. Tu vois, quand il a été remplaçant, il a été remplaçant, mais je crois qu'il Hmm. était cinquième ou sixième, quelque chose comme ça. Là où Nassourdine, on est plus dans la situation de Manon, où il est classé numéro un. On est d'accord. On est d'accord. Et puis j'ai vu un peu les sondages, même sur les sites américains. Je sais plus qui avait publié ça. Mais le public américain, ils avaient posé la question de qui est le plus légitime à combattre pour la ceinture. Le vote est quasiment unanime pour Nassourdine. Ben, c'est logique, de toute façon. C'est logique. Après, le truc, c'est de savoir, tu vois, si. Ouais.
si l'UFC, en fait, dans les matchmaking, tu vois, ce qui les intéresse le plus. L'avantage pour Nassourdine, c'est que comme il a fait des finishes ces derniers temps et qu'il a fait des belles masterclass, tu vois, ça l'aide. Disons que s'il était encore le Nassourdine de l'époque où c'était des combats tu vois, qui étaient compliqués, ou sur le dernier round ça commençait à fatiguer et tout ça, je pense que là la question elle se serait beaucoup plus posée côté Borayo. Là avec ses dernières sorties et ses finishes, tu vois, je pense qu'effectivement l'UFC qui aime bien ça se dit bon bah potentiellement ça peut faire un gros fight. Tu vois, de le mettre pour le titre. Donc en sachant que le titre normalement, si on se fie à ce qui est dit, normalement devrait avoir lieu à l'International Fight Week le 28 juin à l'UFC 317, puisque Ramzat Chimaev, tu vois, il y avait ces rumeurs, tu vois, pour cette date-là. Tu vois, t'as Dana White qui a laissé sous-entendre en conférence de presse du post 314 que ça serait là. Chimaev qui a écrit sur les réseaux sociaux bonne nouvelle, donc ça veut dire que, tu vois, pour le coup, il va dans ce sens-là. Darren Till qui a dit le temps des ceintures. Tu vois, qui met ça sur les réseaux sociaux. L'équipe de Ramzat qui dit le combat de championnat de Ramzat pourrait être annoncé dans un avenir proche. Il y a encore quelques nuances, mais tout va dans ce sens. Un tel combat est possible. Donc, pour le coup, effectivement, tous les voyants sont au vert pour Ramzat à la base. Ça, c'est une certitude. Et là, on va faire un petit bond. C'est là où le bond est indiqué. C'est que récemment, le journaliste Kevin Loll, et c'est pas des blagues, a révélé qu'il y a une possible blessure de Dricus du Plessis. Il dit: j'entends dire que Dricus du Plessis est blessé. Et bien qu'aucune confirmation n'ait été faite, si c'est exact, un combat entre du Plessis et Ramzat Chimaev ne pourrait pas être l'affiche principale de l'International Fight Week. Donc voilà, déjà première des choses. Ramzat, il a réagi, il a dit le gars est la plus grosse arnaque. Et Dricus du Plessis a réagi en disant: jetons un œil sur les 2 dernières années et demie et dites-moi qui est le mytho, avec la photo des tapologies. Chimaev, 6 combats, 3 annulations. DDP, 6 combats, 6 combats assurés, 6 victoires. Bonne réponse encore. Bonne répartie de Dricus. Hein. Ouais, de ce qui se dit, ça serait une fracture du tibia. Donc blessure assez sérieuse. D'accord. Il penche sur 6-7 mois. Donc si c'est ça, on peut pas parler de... Tu peux pas dire que c'est du bullshit. Si c'est vraiment une fracture du tibia, le mec ne peut pas combattre. C'est une certitude. Maintenant, ça fait des affaires de qui? Je sais pas. Je sais pas, parce que Khamzat, je pense que lui, c'est assuré qu'il combatte. Surtout sur un gros événement comme ça. Est-ce qu'ils lui mettent Nassourdine? Est-ce qu'il serait OK en plus pour prendre Nassourdine? Il y avait toujours ce truc de on s'affrontera au dernier moment pour vraiment, si on doit s'affronter pour la ceinture. Là, si ceinture il y a, ce sera un titre intérimaire. Et c'est le cas, c'est le dernier moment de toute façon. Ouais, ouais, oui. Non, maintenant, je pense que du côté de Nassourdine, si on lui propose, il dit oui. Ce serait une erreur de dire non. Il y a titre intérimaire en jeu, gros événement, sûrement le plus gros de l'année, gros adversaire, donc grosse hype. Il faut prendre ce combat. Oui, je suis d'accord. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a un moment, de toute façon, s'il se prédestinait à être le remplaçant, ça veut dire qu'il accepte d'être confronté à l'un ou à l'autre. Tu vois. Juste avant de rentrer plus dans le détail, quand même, j'avais pas lu fracture du tibia. Tu sais, ça, c'est lourd de conséquences parce que c'est vrai qu'il y a un arrêt potentiel donc pour Duplessis, mais tu sais, c'est le genre de fracture aussi, c'est qui laisse des séquelles mentales. Tu sais, quand t'as une fracture du tibia, après, pour kicker, on sait toujours que de kicker après une fracture du tibia, ça devient plus compliqué. Et avec un Dricus Duplessis qui normalement se pose pas de questions et envoie tout ce qu'il peut full blast, tu vois, on va savoir si son mental il va tenir ou pas sur ce type de fracture. Après, Ouais, tout dépend de l'ampleur de la fracture, quoi. en fait, c'est ça. Parce que quand on dit fracture du tibia, on pense tout de suite à Anderson Silva, mais ça peut être une fracture beaucoup moins complexe que ça et une fracture simple, où la jambe ne part pas en morceaux. Et là, je pense que en fait, c'est plus l'aspect psychologique de mettre ton kick et de voir ta jambe à l'atterrissage complètement pliée. Là, c'est vraiment dur de revenir. Si c'est une fracture où ça, tu sais, le tibia est fissuré, mais enfin est cassé, mais c'est net, ça part pas dans tous les sens. Je pense que tu reviens assez bien.
D'ailleurs, si Ça vous reste voulez un voir à quoi guerrier. ressemble cette fracture, je vous invite à aller voir ma petite capsule, tu sais, sur l'upset de Weidman contre Anderson Silva. Donc, voilà, vous allez, après avoir vu cette vidéo, vous allez voir. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà vue, n'hésitez pas à la regarder, à la liker, à la commenter et à la partager. Donc voilà. Ouais, non, c'est un C'est guerrier, je suis d'accord Boralho avec toi. qui annonce que c'est, d'après ses sources, ça serait une fracture du tibia. Il a l'air bien au courant, Caio Borraio. Visiblement, Il a envoyé l'équipe avec une batte de baseball ou quoi? ouais, D'après c'est les trop sources de précis. mes hommes de main. C'est beaucoup trop précis comme détail. C'est ça. Ah mon Dieu, c'est la jambe gauche. C'est la jambe gauche d'après les sources de mes hommes de main. Alors c'était plutôt résistant, il a fallu 3 frappes, mais finalement c'est bon, ça a pété. Ça a pété net. En tout cas, Caio Borraio qui, lui, alors certes a des sources, mais aussi saute sur l'occasion pour essayer de se placer pour le titre. Donc il s'est tout de suite proposé, il a dit je connais un gros fight. Enfin, je connais un gars. Non, pardon, il a dit je connais un gars. Et il a mis tu sais, la main qui lève le doigt. Genre, c'est moi, UFC. Savez-vous, vous savez, pardon, qui a appelé? Et après, il a rajouté intérim, point d'interrogation. Tu vois, en plus, le mec, il demande tout de suite le titre intérimaire. Et il a rajouté, alors il n'y a pas de confirmation véritablement de Ramzat Chimaev, hein, mais lui a rajouté, Ramzat a dit oui. La seule chose qui a plus de sens maintenant, c'est la ceinture intérimaire. Le combat va être encore plus énorme que celui de Dricus du Plessis. Retenez bien ce que je dis. Je sais Hamzat, pas, plus énorme. Hamzat, il dira oui dans tous les cas. Ça, c'est une Ouais. certitude. Ah, est-ce que le combat sera mieux? Peut-être que dans la cage, il sera mieux. En tout cas, en termes de hype, pour moi, non, largement moins. Il y a une inconnue contre Dricus. Dricus, il ramène une folie dans la cage et un cardio, une durabilité qui te fait questionner sur s'il passe le premier round contre Chimaev, qu'est-ce que ça va donner? Mhm. On n'a pas en termes de hype avec Boralho. Non, pas du tout. Pas du tout. D'autant plus que Shimaev, il a déjà partagé des images de lui avec Borayo à l'entraînement où il roule littéralement sur Borayo. Donc déjà, alors on sait très bien que l'entraînement, ça présage de rien. On sait très bien qu'on ne sait pas depuis quand ces vidéos ont été faites. Il y a eu peut-être de la progression depuis. Mais on l'a vu tourner. Enfin, personnellement, moi, je l'ai vu tourner au sol quand il a combattu contre Allen, même s'il a gagné contre Allen, c'est une belle performance, mais voilà, on l'a vu tourner avec Pereira à l'entraînement. Enfin, honnêtement, je pense que quand ça va arriver dans ce domaine de combat, je pense que ça va pas faire un pli. Je vois pas Borayo passer, Moi non plus. passer. Moi non plus. Moi non plus. Après, pour Chimaev. revenir sur ces vidéos, parce qu'il a répondu, je ne sais pas si tu as vu sa réponse à Caio Boralho, où il expliquait que il se paraît pour lui rendre service en Hmm. préparation d'un combat. Donc il faisait ce que lui voulait, tu vois, dans le sens où c'était plus du thème et des situations où il était justement Khamzat Chimaev voulait absolument tourner avec Boralho parce que Boralho n'a aucun ego en sparring et qu'il le laissait travailler ce qu'il voulait, etc. Donc moi j'ai toujours du mal avec les mecs qui diffusent les vidéos d'entraînement comme ça. Franchement, ça me dérange vraiment, surtout si vraiment c'est vrai et que le mec te rend service, spar avec toi et tout. Je vois pas bien l'intérêt de diffuser ça. Je suis d'accord. C'est pour ça que je disais que ça emporte l'intérêt qu'on a envie d'y porter, tu vois. Lui Maintenant, c'est vrai qu'en justement termes disait de. pour finir que le fait d'avoir tourné avec lui, ça lui avait beaucoup servi et que depuis, enfin, il a vu tout son jeu, tous ses contrôles, il a déjà ressenti sa puissance, etc. Et qu'il savait exactement quoi faire pour contrer le jeu de Shimaev. Ça, par contre, c'est une réalité. On en a eu un cas de figure il n'y a pas si longtemps que ça avec Rakhmonov contre Yann Gary. Tu sais, où les deux avaient tourné ensemble, où normalement, enfin, pour tout le monde, tu vois, il n'y avait pas photo et Rakhmonov allait rouler sur Yann Gary. Et puis finalement, le fait de l'avoir déjà eu entre ses mains, ça l'a beaucoup aidé. Et même si il perd ce combat légèrement, tu vois, ça a été un combat qui a été très disputé, très accroché, et peut-être même, comme on disait, avec Yann Gary, qui aurait pu emporter ce combat-là, tu vois. Donc, c'est vrai que ça joue énormément, et d'autant plus, en plus, si tu l'as laissé travailler, ça veut dire que en plus tu l'as laissé mettre en place tout ce qu'il fait d'habitude, enfin ce qu'il fait de mieux, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. donc Ce ouais. qui fait de mieux, tout en sachant que toi, tu n'as pas cherché forcément à contrer. Donc finalement, il n'a rien vu de toi. Hmm. Non, mais tu sais ce que je dis souvent, tu sais, de se mettre en galère pour progresser, de laisser les gens s'installer, de laisser les gens prendre des positions, tu sais, parce qu'il n'y a rien de pire qu'en fait, admettons, je sais pas, j'ai une connerie, t'as une défense de garde énorme.
tu vois, où tu es un lutteur énorme, et en fait, personne n'arrive à te passer la garde ou personne n'arrive à t'amener au sol. Le jour où ça arrive, bah, en fait, tu es complètement mort, tu vois, parce que finalement, tu n'as jamais travaillé ce qui se passe après. Quand tu laisses tes adversaires travailler et que tu les laisses s'installer, ça t'oblige à te mettre dans des situations où tu te retrouves pas d'habitude. C'est pour ça que moi je le fais très souvent, tu vois, je laisse passer la garde, prendre une montée, prendre le dos, tu vois, et après c'est qui tout double. Mais au moins ça te donne des datas que tu n'aurais pas si jamais tu t'étais dans la défense première, tu vois. Le fait que Caio Borraio, et ça par contre, tu vois, c'est un élément que j'avais pas. Je n'avais pas cette info-là. Soit dans cette logique-là, pas d'orgueil à l'entraînement, c'est-à-dire venir et laisser des gens s'installer, venir laisser des gens travailler et tout, ben moi ça me rassure parce que ça me rassure non pas pour ce combat-là, mais pour sa progression. Parce que ça veut dire que quand t'as pas d'orgueil, tu progresses beaucoup plus, tu vois. Et donc c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. On sait pas de quand date en plus ces vidéos. Donc pour le coup, effectivement, il a pu se passer beaucoup de choses aussi entre temps. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'autant plus qu'on voit, hein, c'est vraiment global, c'est toute l'équipe qui progresse. Donc y a pas de raison, c'est sûr qu'ils progressent. À chaque sortie, ils progressent tous. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc vraiment, ils sont, ouais, c'est leur moment. Tu vois, ils sont vraiment sur leur lancée. Il est porté par toute son équipe. Ils sont sur un petit nuage là, toute la Fighting Nerds là, ils sont sur un petit nuage. Ouais, avec une grosse émulation, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, Nassourdine, il a réagi aux provocations de Borayo. Il a dit, si je le fais dormir, les gens diront que c'est normal. Je suis numéro un. Ces gars, parce que ces gars veulent tomber vers l'avant, jamais vers l'arrière. S'il perd, on dira qu'il pourra se refaire. Il doit attendre son tour. Alors, c'est un peu la réponse habituelle des combattants de l'UFC en ce moment. C'est-à-dire on regarde plus derrière et puis peu importe ce qui se passe. C'est vrai que dans certains cas, c'est dommageable. Dans ce cas-là, je suis un peu d'accord avec Nassourdine, dans le sens où il a fait, ça y est, il a donné en fait des gages. C'est ça en fait le truc, c'est qu'il a regardé derrière déjà. Avec Brendan Allen, il a regardé derrière. Là, il a plus besoin. D'accord, je suis d'accord. Plein de fois, on a été critique sur ce genre de propos parce que ça bloque toute une KT et que souvent, c'est pas légitime. Parce que les classements, des fois, ils bougent pas et que la personne, faut bien qu'elle affronte des gens derrière, sinon ça bougera jamais. Comme Autant chez là, les comme tu lourds. dis, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. C'est-à-dire que déjà, le combat contre Allen, il est même pas obligé de le prendre. Il le prend dans une logique de rester actif, de progresser. Donc pour moi, il le fait. Ensuite, derrière, il enchaîne sa grosse victoire contre Adesanya. Normalement, cette victoire-là lui certifie le titre. Déjà, normalement, elle lui certifie plus le titre que Shimaev même. Normalement, Oui, c'est lui à la place de Shimaev qui doit être déjà combattre pour le titre. Et ça doit être la discussion qu'on a là, ça doit être entre Shimaev et Borraio qui s'embrouillent pour savoir qui va affronter Nassau. ouais, après, Shimaev a aussi terminé un ancien champion à la personne de Whittaker aussi, tu vois. Ouais, mais il a fait beaucoup moins dans la KT. Ok, Hmm. si tu prends les anciens champions, oui. Alors lui, il prend Adesanya, lui, il prend Whittaker. D'accord, mais si tu regardes sur tout le run dans la KT, Nassour, il est largement en tête. Oui, oui, oui. Moi, je pense que ce qui fait que Shimaev passe devant, c'est parce que il a fait 2 runs déjà dans les 2 KT et enfin dans la KT du tout, dans celle-là, et qu'en fait il aurait dû avoir une chance au titre depuis très longtemps. Et donc là, c'est plus le temps qui a parlé plutôt que les accomplissements. Tu vois, genre ça y est, c'est bon. Il faut que tu y ailles à un moment. On peut pas non plus le retenir. Tu sais, enfin, 1 million d'années. Bon, même si, on va pas se mentir, et comme l'a très bien dit Dricus Duplessis, si il est pas monté aussi vite que prévu, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de combats d'annulés aussi. Donc ça joue beaucoup. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas forcément de son fait, c'est sa santé. Mais, mais bon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, à un moment, il fallait bien le propulser un jour ou l'autre au titre, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, l'UFC a besoin de stars quand même. Shimaev en est une des plus grosses. Donc, s'il prend la ceinture, c'est tout bénéf pour l'UFC. Mais voilà, dans la logique des choses, s'il y en a un qui doit l'affronter pour un titre intérimaire, c'est Nassourdine.
Je suis d'accord, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous auriez préféré, si vous préférez Borayo, Nassourdine, si Nassourdine aurait dû passer devant ou pas. Si combat Elia contre Shimaev, est-ce que vous voyez Nassourdine avoir une chance de gagner ce combat aussi? Enfin, tu vois, moi je pense qu'il y a un chemin pour Nassourdine, sans problème. Il y a un chemin. Pas parce que son niveau au sol il a été beaucoup mis en lumière par les partenaires d'entraînement justement de Nassourdine au fur et à mesure du temps. Visiblement, il est très fort au sol, il est bon en lutte. Et puis il y a vraiment, tu sais, le coach trouve son athlète et l'athlète trouve son coach. Je pense qu'il y a vraiment une vraie cohésion avec Nicolas Haute là pour le coup, je pense qu'il y a une synergie entre les deux. Ça fonctionne très bien. Je sais pas si ça fonctionnera aussi bien avec les autres combattants de la team, on va en parler juste après. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Donc, je pense que là, les planètes sont alignées pour qu'un Nassourdine puisse faire le nécessaire pour battre un Shimaev. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il y a toujours tous les combats sont dangereux, hein. Shimaev est particulièrement dangereux comme adversaire. Mais si le combat se fait, bon, après, il faudra faire l'analyse, hein. Là, on parle juste de mémoire, mais oui, clairement, il y a match. Clairement, il y a match et il y a des chances de prendre cette ceinture pour Nassau. C'est un match intéressant et eux aussi se sont beaucoup entraînés ensemble. Donc, pareil, les datas qui ont été prises, tu vois, d'un côté comme de l'autre. Et ils se sont entraînés, puis il a Baki quand même qui est dans son équipe. Baki qui a fait le sparring partner de Shimaev pendant toute une prépa. Donc il aura quand même des données. Oui, parce que Baki, il est rentré dans l'équipe de Nicolas Haute. Donc maintenant, ce sont des partenaires d'entraînement avec Nassourdine. Et visiblement, pareil, on parle de synergie. La synergie dans cette équipe fonctionne très bien. Donc, Baki, justement, qui dit ça, franchement, ça fait plaisir. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les autres pays, comme les États-Unis. En fait, ils prennent les meilleurs athlètes du pays, ils les réunissent dans un endroit et on progresse tous ensemble. C'est ce que Nicolas Haute a réussi à faire ici. Il dit, je trouve qu'à l'entraînement, il est très. Alors, non, mais ça, c'est. Pardon, autre chose. Ça, c'est BSD. Il parle de BSD, effectivement. Mais comme ça, il parle aussi un peu du reste de l'équipe. Il dit, je trouve qu'à l'entraînement, il est très militaire. Il écoute Nicolas. Il lui dit. Attends, ouais, il écoute ce que Nicolas lui dit et il l'applique. Quand on vient ici ensemble avec Nas, justement, Benoît et moi et tout le monde, en fait, c'est travail, travail, travail. Il n'y a pas d'autre place pour plaisanter. Et donc, à chaque fois, c'est très productif, nos entraînements. Tu vois, donc, parce que justement, c'était l'extension avec ça, c'était avec de parler de Nassourdine, Benoît et de lui. Pour le coup, effectivement, ça a l'air d'être des conditions de travail qui sont optimales pour progresser. Et puis avec des profils différents. C'est ça que j'aime bien, tu vois, qui peuvent être complémentaires les uns les autres pour voir, en fait, finalement, même au-delà des gens qui sont appelés, tu sais, pour participer au camp avec leur spécialité, leur spécificité, déjà rien que ces trois profils-là apportent à l'autre quelque chose qu'ils peuvent retrouver avec un adversaire. Donc, c'est ça qui est super intéressant, tu sais, dans les préparations, dans les camps et ce genre de choses. Chacun peut apporter à l'autre. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, après, c'est pas les mêmes KT. Sauf Nassour et Baki qui sont. Ouais, ça reste des KT proches. Ouais. Ça reste des KT proches. Ouais, à 70, 84, 77. Ouais. Entre 70 et 84, c'est compliqué. Mais Baki peut tourner avec les deux. Ouais. C'est tout bénéf pour lui. Ouais. Il n'a pas quitté son ancien club. Hein. Non, il profite, enfin, il fait un petit plus, enfin, il est sur les deux clubs. C'est ça, c'est ça. L'idée, c'est de profiter de la qualité de sparring, en fait. Hein. Comme il disait, comme ça se fait aux États-Unis, où tu fais ta prépa ailleurs et tu peux venir quand tu es en fin de prépa pour faire tes sparring, etc. Dans un gros club où il y a plein de têtes. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est bien, en tout cas, j'aime bien la tournure que ça prend. Maintenant, on verra sur le long terme. Moi, j'attends toujours de voir Benoît Saint-Denis déjà combattre là, à l'UFC 315 pour voir les débuts, les prémices, parce que ça va pas révolutionner du jour au lendemain, mais du travail
justement BSD et Nicolas Haute. Là, le fait qu'ils disent que c'est, tu vois, c'est très militaire et avec un BSD qui applique à la lettre tout ce qui est dit par Nicolas Haute, déjà, j'ai l'impression quand même que c'est, alors, pas un changement parce que je pense que c'est ce qui se faisait avec Voirin à la base. C'est après où ça s'est délité, tu vois, leur relation. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, en tout cas, il applique. Maintenant, tu vois, ce que j'ai peur avec ça, toujours. Tu vois, parce que là, même si on sort de Nassourdine et qu'on parle vraiment du cas BSD, vite fait, ce que j'ai peur avec ça, c'est que. Alors attends, je vais te donner un exemple. Tu te souviens tu regardais Malcolm? La série Oh, Malcolm? c'est vieux, ouais, ouais. Je suis pas un expert en Malcolm. D'accord. Moi, je suis S-expert Malcolm et compagnie. T'as un épisode où Reese, tu sais, le frère de Malcolm, s'engage à l'armée. Tu vois, il fait que des conneries, lui. C'est vraiment celui qui fait le plus de conneries, je crois. Mais il est complètement débile. Et en fait, il comprend en s'engageant à l'armée, parce qu'au début, il se fait punir dans tous les sens, parce qu'en fait, bah, il continue à faire des conneries. Puis à un moment, tu vois, il déconnecte son cerveau. Ce qui fait qu'il ne sait plus rien faire par lui-même. C'est-à-dire que t'as le colonel là, qui vient, qui lui dit c'est le meilleur soldat qu'il a jamais vu parce que, tu sais, même quand il est aux toilettes, tu sais, il poussé, serré, tu vois, vraiment, il peut même pas aller aux toilettes tout seul sans que son commandant vienne lui expliquer comment faire caca, tu vois. Et il se retrouve sur un théâtre d'opération où en fait, vu qu'il n'y a plus personne pour lui donner des ordres et pour le guider, finalement, en fait, il se retrouve complètement perdu et il s'enfuit, tu vois. Il s'enfuit parce que en fait, bah, il sait plus réfléchir par lui-même. Alors là, on n'en est pas là, hein, là, c'est de la caricature du côté Malcolm. Mais tu vois, ce côté militaire où il applique tout ce qui est dit et tout ça, ça veut dire que derrière, là, est-ce qu'il y aura une part tu sais, en fait, est-ce qu'il sait de lui-même adapter quelque chose dans un combat? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, si le coach en fait ne trouve pas le bon game plan et qu'il n'y a pas d'adaptation faite durant le fight, bon, ce que Nicolas Haute est complètement capable de faire, hein, est-ce que de lui-même, il serait capable de trouver en fait la clé du problème et essayer de le résoudre, comme font beaucoup de combattants, tu vois? Beaucoup, pas tant que ça, hein. C'est ça que j'allais dire, c'est que là, ce que tu dis, ça reste une élite parmi les élites des combattants, capables d'adapter eux-mêmes en combat. Ouais, mais c'est ce qui fait. Alors voilà. N'importe quel champion est capable de faire ça. Oui, oui, sûrement, mais on est encore loin de parler de champion. Là, ce qu'on a besoin, pour Benoît en tout cas, c'est déjà une victoire. Je pense que Hmm. c'est la première des choses à viser là, c'est remettre du vert sur le palmarès, reprendre un peu de confiance. Et ça, j'ai envie de te dire, même s'il n'y a pas de changement, même si on a le BSD habituel, potentiellement, il pouvait battre Alvarez déjà avec ce qu'il faisait avant, Bien même sans sûr. progression. Il ne faut pas oublier que jusqu'à ces deux défaites-là, le mec, il mettait la marche avant, c'était de la bagarre, ok, mais il éteignait tout le monde, hein, avec la pression qu'il mettait. Donc il est capable de faire ça sur Alvarez, même sans progression. Maintenant, je pense qu'il y aura quand même des axes de progression, il y aura des petits détails qui seront rajoutés. Moi, je suis assez confiant. Je suis assez confiant. En tout cas, sur ce combat, pour la suite, je ne sais pas. C'est difficile de dire jusqu'où ça ira. Parler de titre, on en est très très loin. Même si on l'a touché du bout du doigt, hein, parce que quand il affronte Poirier, Il a s'il un a amené combat à du battre titre. Poirier, on n'est Hmm. pas loin d'un combat pour la ceinture. Ouais, mais regarde, parce que tu dis on est loin du titre. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, toute personne qui a eu le titre à un moment, il avait déjà cette capacité avant. Tu vois, c'est-à-dire il s'est pas arrivé avec le titre. Ouais, ouais. Ouais, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Je pense qu'en fait, si tu veux, cette capacité vient de ton éventail technique. Plus ton éventail technique est large, plus tu as de possibilités d'adapter en temps réel dans le combat. Benoît Saint-Denis nous a montré, je pense, qu'il avait un jeu qui fonctionnait extrêmement bien jusque-là, mais qui a ses limites. On l'a vu sur sa papillon, on l'a vu sur plein de situations où si ça ne fonctionne pas, il ne sait plus quoi faire. Pour moi, ça montre que l'éventail des techniques, il n'est pas assez ouvert. À partir du moment où tout ça va se peaufiner et qu'il va ouvrir ça, bah, il y aura plus d'options. Écoute, je sais pas, on verra. Mais ouais, oui, l'éventail technique, oui, oui. Tu vois, regarde, je vais prendre un exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête, Merab Dvalishvili, tu vois. Lui, son éventail technique, c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, il vient, il amène au sol, il a sa boxe et tout ça, mais c'est toujours la même chose en soi, tu vois. Mais quand on a vu contre Oumar Nurmagomedov, on a vu quand même
une stratégie, une adaptation dans le combat, tu vois. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, la seule adaptation qu'il a, c'est qu'il a la capacité de maintenir un rythme très élevé quand les adversaires, eux, descendent. Donc, automatiquement, il prend le dessus sur le long terme. Pour moi, c'est ça, sa force principale. Non, c'est sa force principale, c'est indéniable. Mais on avait vu qu'il avait fait quelques petits ajustements quand même au cours du combat, tu vois. J'ai plus le combat en tête. Je ne saurais pas te dire. Donc bon, en tout cas, voilà. Mais c'est vraiment ce côté-là, tu vois, où je me dis le côté militaire, il est bien, tu vois, ça t'emmène loin, mais en même temps, des fois, faut savoir réfléchir par soi-même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je pense que dans la vision de Nicolas Hoth, c'est des choses qu'il doit leur expliquer. J'ai pas de doute sur ça. Alors, je suis d'accord, et je vais te donner un exemple tout bête. Mhm. T'as Delphine Benwesh, là, qui en ce moment est à la Britain Top Team, tu vois. Elle est partie là en Angleterre pour s'entraîner. Et justement, c'est ce qu'il disait, tu vois, dans le truc. Voilà, tu vas partir toute seule, sans coach, pour t'obliger aussi à faire tes propres feedbacks, pour t'obliger en fait à être autonome, tu sais, dans ta gestion de ton camp, de tes sparring et de ton évolution. Donc oui, je pense qu'il y a des moments où il a conscience qu'un athlète, justement, a trop besoin de lui, tu vois, en soi, et il peut justement voilà, le guider vers plus d'autonomie comme ça, en le mettant un peu dans le grand bain. Maintenant, ce qu'il est capable de faire avec une Delphine Benwesh qui le suit depuis le début, tu sais, et qui voit évoluer de l'amateur enfin, au professionnel et tout ça, et qui est en pleine création, tu vois, en pleine, enfin, tu vois, en plein modelage, de A à Z. Ah, je pense que c'est un peu moins le cas avec quelqu'un qui est déjà très abouti comme Benoît Saint-Denis, et surtout à ce niveau-là de compétition, je pense qu'il peut pas se permettre de faire la même chose véritablement, tu vois. Donc je sais pas, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir le combat contre Alvarez. Vraiment, j'ai hâte de voir le combat. Ouais. Un Baki qui aussi dans sa sortie médiatique est revenu sur le mépris que certains ont envers Cédric Doumbé. Donc un Doumbé qui était questionné sur le pourquoi en fait il ne revenait pas et pourquoi il ne combattait pas et qui disait en fait comme quoi on lui chie à la gueule en vrai, enfin qu'on le méprisait et qu'il dit voilà en fait on vous donne des choses, vous nous méprisez, enfin qu'est-ce qui me motive en fait à retourner au combat? Bon, oui, on sait très bien. Pas de fumée sans feu, hein, tu sais. Il a beaucoup provoqué ça aussi, hein, tu sais, quand. C'est ça, Il hein, l'avait dit lui-même. Il le savait, il l'avait dit lui-même. Si un jour je perds, je vais devoir fuir, couper les réseaux, etc. bah oui. Tu sais à quoi tu t'attends. Tu crées de l'engouement. Le retour de bâton, il est ultra violent. Et même que je trouve que finalement, il s'en est assez bien sorti. Il a bien géré quand même l'histoire de l'écharde. Ça a été très bien géré, hein. Il y a eu, Ouais, oui, ouais, parce sur qu'il le en a coup, joué. Parce qu'il oui, en a joué. sur le coup, Twitter s'est un peu déchaîné, mais comme tout le temps en fait. Mais après, il a quand même su rebondir. Enfin, je trouve que ça a été bien géré. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, après, cette histoire va le suivre tout le temps, parce que là, je sais pas si t'as commencé à regarder LOL qui ressort. Oui, j'ai vu, j'ai fini. Bah, c'est pas fini. Non, mais Si? j'ai vu tout ce qui était disponible. Oui, voilà, oui, oui, ouais. Et donc, tu vois, dès le début, il prend deux scuds sur les chartes, quoi. Tu vois, déjà lui-même, dans sa présentation, tu sais, avant de te frapper dans le sac de frappe, tu vois, il montre une grosse écharde. Et puis après, il prend le scud quand même dans l'émission. Bon, je pense que ça le suivra toujours. Je pense que ça vieillit pas bien. Tu sais, quand il en parle dans l'émission, je pense que justement, il valait peut-être mieux ne pas en parler. Enfin, même lui, dans sa présentation. Tu vois, D'accord. D'accord. tu vois, je pense que là, il y a un moment, faut arrêter de surfer là-dessus. En fait, c'est même plus drôle. C'est ça. C'est que en fait, voilà, c'est passé. Tu vois, quand il fait son entrée contre, je sais plus comment il s'appelle, son adversaire, Jalil Willis, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Quand il fait son entrée et que justement il a l'aspi, Passe l'aspirateur. voilà, il passe aspirateur. C'est très drôle. Et on Voilà. s'arrête là. Voilà. Il a aspiré l'épi. Une fin de l'histoire, on n'en parle plus. Voilà. Les quatre fois après où il le fait, même quand il combat pas, ça y est, c'est trop. Hein, je Là, suis c'est d'accord. forcé. Tu vois, c'est forcé.
D'ailleurs, t'en penses quoi? Attends, je finis et après on dira ce qu'on en pense de LoL, ça m'intéresse. Donc, t'as Baki qui répond, qui dit, il subit une injustice, il a accompli des choses en kickboxing, le KO sur Jordan, ce sont des vraies performances et il a perdu contre moi, il a marché sur une écharde et les gens l'ont transformé en clown du MMA français, alors qu'il ne mérite pas ça. Et oui, c'est vrai que bon, effectivement. Son palmarès, son histoire parle pour lui. Les gens vont se rappeler que de ça. Et en fait, c'est là où finalement je dis qu'il vaut mieux arrêter, qu'il même dans LoL, ils auraient même pas dû, tu sais, en parler et même jouer là-dessus, parce que en fait, ça vient décrédibiliser tout le reste, quoi. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, on nous oublie tout ce qu'il a fait avant et tout le paramètre, tout le palmarès qu'il a eu avant, quoi. Ouais, mais je suis pas d'accord dans le sens où pour moi, c'est lui qui s'est transformé en clown tout seul. Oui, Pas les gens qui l'ont transformé en clown. oui. C'est lui, c'est ses choix de carrière, ses choix, tout le trash talk qu'il faisait, etc. C'est lui qui se met dans cette situation. Je suis d'accord, mais justement, le fait, tu vois, d'en rejouer encore là des années après, enfin, ça fait combien de temps le combat contre Baki? Ça fait plus d'un an, hein. Ça fait même beaucoup plus d'un an, Largement. ça fait même 2 ans. Largement, ça fait presque 3 ans même, je pense. Presque 3 ans, tu vois. Le fait qu'encore aujourd'hui, tu vois, ça soit sa présentation sur ce format-là, sur cette émission-là, tu vois, je trouve que effectivement, c'est trop. Effectivement, c'est trop. Maintenant, maintenant, sa Maintenant. présentation, sa présence sur LoL, pour l'instant, si tu regardes les. Est-ce qu'il y a vraiment présence? Bah, écoute, c'est ce que je disais, Il c'est est ce que je disais à ma inexistant. femme. Je le disais à ma femme, bon, parce qu'on regardait LOL, et je lui dis, mais attends, est-ce qu'on a entendu Doumbé dire un seul mot? En fait, il parle pas. Il parle vite fait, tu vois, il y a des Vite petites. fait. Vraiment, ouais, pour l'instant, c'est transparent. Alors peut-être qu'il va se révéler dans les derniers épisodes. Mais même au-delà de ça, de toute façon, toute cette saison, pour moi, elle est éclatée, la saison. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais Ah non, moi, attends, moi, j'ai pas aimé cette Artus, saison. Moi, j'ai pas aimé. ouais, bah après, voilà, c'est Bon, c'est pas. des goûts de Alors, chacun. C'est des pour goûts de passer chacun. derrière Pierre Ninet et Jonathan Cohen, c'est vrai que c'est compliqué, mais, Ah, attends, je te coupe. ouais, Non, non, c'était il n'y a pas si longtemps le combat contre Baki, hein. Ah, dans ma tête, ça paraissait super vieux. C'était qu'en 2024, hein. ah ouais, oui, Ouais, donc il y a un an, mars 2024. il y a un an, Donc, il y a un an. ouais, C'est d'accord, ouf, ok. ça paraît super vieux. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, effectivement. Donc ouais, non, c'est vrai que passer derrière Pierre Ninet et Jonathan Cohen, c'est compliqué, mais moi j'aime bien Fred Testo, j'aime bien Artus, j'aime bien Jonathan Niel. Non, il y a quand même des mecs qui sont drôles. Mais en fait, le truc, comment il s'appelle merde, Vincent De Dienne. Ouais, Vincent de Dienne est drôle. Non, non, non. Ouais, En mais fait, ouais, je tu sais vois, pas. regarde, c'est exactement ce que disait ma femme. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de la mienne, qui disait, ouais, si Artus il sort, finalement c'est nul. Tu vois, si jamais il se fait sortir, c'est nul, parce qu'à un moment on a cru qu'il allait sortir. Et puis finalement, en fait, je dis, non mais attends, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Ah oui, c'est vrai. En fait, on se rend pas compte, mais il y a plein de gens qui sont drôles. Mais comme on est habitué au format maintenant, tu sais, je pense que tu sais, ça, il y a plus ce truc du début, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quand même des trucs qui sont drôles. Moi, il y a des moments où je tape des fous rires. Mais, euh, mais qu'est-ce Pas que je moi. voulais dire? Mais en tout cas, on sent que de toute façon, dans ce format-là, pour en revenir à Doumbé, c'est des gens qui se connaissent, qui rigolent entre eux, tu vois, qui font partie. Alors c'est vrai qu'il y a ce truc où finalement, c'est une pièce rapportée. C'est pas quelqu'un du milieu. Donc forcément, tu vois, eux, ils arrivent à créer des leviers sur eux parce qu'ils se connaissent à la base. Donc ils arrivent à se cibler Ça. et puis Il y a surtout, presque des private jokes, tu vois. c'est ça. Mais surtout, le truc, c'est que ça reste des gens qui se mettent en danger. Je sais pas si ça te fait la même chose, c'est-à-dire que tu vois, c'est des gens qui sont de vrais acteurs, de vrais humoristes, de vrais comédiens, qui savent oublier en fait leur personne. Tu vois, tu sais, la honte Ouais, ils connaissent pas ça. qui puisse y avoir. En Donc, fait, c'est des personnages. c'est Quand ça. ils rentrent dans cette émission, c'est des personnages. Donc, ils ont pas de limite. C'est ça. Et Doumbé, tu sens qu'en fait, il est pas capable de faire ça. En fait, le personnage qui se crée, c'est un personnage qui est créé autour des sports de combat parce que dans ce cas-là, il maîtrise son sujet. Tu vois, c'est vraiment ça. Et puis c'est des choses, c'est scénarisé, tu vois, c'est des choses. En fait, tu te rends compte que c'est très préparé. Et en fait, il s'agit de faire de l'improvisation et de créer en fait des situations en fonction de ce qu'il y a sur un environnement, là, il est complètement perdu. Tu sais, il y a un moment, il s'est mis à côté d'un binôme, je sais plus lequel c'était, avec la tête d'aigle dans les mains.
Tu sais, je pense que lui, il était persuadé qu'en arrivant comme ça, avec une tête d'aigle dans les mains, il allait faire rire quelqu'un. Tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait, il se rend compte que non, donc il repart. Et puis tu le vois avec un autre accessoire, approché d'un autre binôme. Mais il propose rien à parvenir avec un accessoire. Tu vois. Donc j'espère mais je pense pas qu'il. Et le pire, c'est que c'est un profil où je pense qu'il va rester longtemps. Parce que C'est vu que ça. personne s'occupe de lui et que lui s'occupe de personne, il se met ni en danger, ni personne ne met en danger. Donc je pense que comme Mirabel l'année dernière, il va durer longtemps. Et j'ai hâte de voir par exemple une carte Joker de Doumbé pour voir ce Exactement. qu'il va Qu'est-ce qu'il va proposer. proposer? C'est ça. Vraiment, pour le coup, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, voilà, y a rien de spécial à dire là-dessus. Ouais, il y a rien de spécial à dire pour l'instant sur sa prestation. Vraiment, pour le coup. Non, on est d'accord. On était sur Amazon Prime, on passe sur Netflix. Putain, cette transition, elle est fabuleuse. La somme que va sûrement débourser justement Netflix pour diffuser l'UFC. Il y a un journaliste qui a posé la question justement sur une rumeur d'un deal avec Netflix pour 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et Dana White a répondu: Cela me semble bien. C'est plutôt pas mal. Il dit: On va parler avec beaucoup de monde. Peut-être qu'on ira sur plusieurs plateformes, comme tous les autres sports. Tout se passe très bien avec ESPN pour le moment, tu vois. Par contre, il y a des choses qui ont été dites qui, pour le coup, sont un peu plus intéressantes. Enfin, 1 milliard de dollars, tu vois, c'est intéressant, mais bon, ça reste des sommes qu'on a l'habitude de voir dans le sport, tu vois, pas pour le MMA, mais dans le sport. Mais le gros rythme des événements, tu sais, pourrait aussi évoluer. En fait, il dit que ça dépendra de ce que veulent les chaînes. C'est ça. Donc ça pour le coup, tu vois, c'est ça la véritable info, en fait, Ouais, finalement. c'est ça. Bah écoute, c'est Fight Minds qui ont parlé de ça. Ils avaient fait un sujet assez intéressant de ça, sur ça. J'ai bien aimé, ouais, ils parlaient de ça, du fait que en fonction du choix, je simplifie, en fonction du choix Mhm. du diffuseur, on pourrait se diriger vers un côté sportif, si ça reste sur ESPN, ou quand même ça reste sportif. Par contre, si c'est Netflix qui emporte le deal, ça pourrait être beaucoup plus grand public, tu vois, dans les choix de l'UFC, dans les accessions aux titres, etc. Ça aurait vraiment une incidence sur la gestion de l'UFC, sur la gestion des combats. Qu'est-ce que tu appelles, enfin, ou qu'est-ce qu'ils appellent grand public? Ils ont donné des exemples ou pas? Non, mais comment t'expliquer ça? Tu vois, par exemple, on va plus privilégier la hype et les combattants hypants, ce qui est déjà un peu le cas, mais même si on respecte quand même une certaine logique sportive, ça pourrait être beaucoup plus appuyé du côté de Netflix. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors que tu vois, moi j'aurais préféré que ça soit, tu vois, le fait qu'ils parlent de faire moins d'événements, tu vois, des événements déjà de plus de qualité, Alors sur ça, on est d'accord. et surtout avec justement le fait parce que qui dit Netflix dit, à mon avis, plus de pay-per-view, tu vois. Ah, mais non, ça Donc, c'est sûr, c'est rompre donc avec ce système de pay-per-view. Donc, en fait, le truc, c'est que le pay-per-view, en fait, pourquoi on choisissait des combattants qui avaient de la hype? Parce qu'il fallait vendre des pay-per-view. Tu vois, le fait de plus avoir de pay-per-view, ça permettait de retrouver justement une certaine logique sportive. Dans le sens où tu n'étais plus tributaire de ce que tu rapportes à l'organisation, mais tu étais tributaire du niveau technique que tu apportais à l'organisation. Tu vois, enfin, de niveau d'adversité. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Maintenant, si, effectivement, le fait que ça soit des entreprises bah, Divertissement. d'entertainment, tu Ouais, vois, parce que divertissement. c'est de divertissement. Le fait que ça soit ça, que j'avais pas pensé ça de ce côté-là, que effectivement, ça serait des personnalités et des personnages qui passeraient devant encore plus qu'à l'époque du pay-per-view. Écoute, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que dans les deux cas, de toute façon, ça veut dire que la logique sportive n'est pas celle qui est prise en ligne de compte en première intention, tu vois. Ouais, ouais. Une chose est sûre, c'est que pour moi, 1 milliard, c'est combien d'années? C'est précisé ou pas? Non, j'ai pas vu le nombre d'années. Parce que 1 milliard, finalement, c'est pour une grosse ligue sportive, c'est une somme raisonnable, hein. Alors, le chiffre est fou, mais tout ce qui est NBA, etc., alors c'est encore plus vu, mais on est sur ces tarifs-là, ou plus même, pour les diffuseurs. Donc en soi, la somme, elle est logique. Ouais.
Oui, oui, la somme est logique. Ouais, bon, après, oui, c'est vrai que c'est des sommes aberrantes comme ça, à proprement dit. Maintenant, ils ont les moyens ils ont les moyens de les mettre. Enfin, moi, de toute façon, enfin, c'est des sommes aujourd'hui qui n'ont. Enfin, limite, maintenant, un milliard, en fait, on se rend plus compte de ce qu'est un milliard de dollars. Enfin, je sais Non, pas mais si tu vois, ça me choque c'est pas. Attends, normal. pour faire une comparaison, il me semble qu'il y a quelques années, c'était Hanouna qui avait signé un deal TPMP à 200 millions pour 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça, Hmm. avec la chaîne. Donc, tu vois, 200 millions pour TPMP, parce que l'UFC, qui est une organisation, un groupe coté en bourse, le milliard, il est justifié. Enfin, Oui, non, parce non, que mais ça va rapporter. je dis pas que c'est pas justifié. Je dis juste que en fait, on est arrivé à un moment du monde où en fait un milliard justement, tu vois, c'est normal. Tu vois, c'est pas choquant. Et c'est pour ça qu'en fait, on a du mal à comprendre ce que, tu sais, la valeur d'un milliardaire par rapport à la valeur d'un millionnaire par rapport. En fait, on est plus quand on nous dit que tu as des mecs qui sont multimilliardaires, tu vois, qui ont 400 milliards en compte, tu vois, normal. En fait, c'est comme si pour la plupart des gens, tu sais, c'était 400 millions. Tu vois, c'est pas, tu sais, on perd cette notion de ce qu'est véritablement un milliard par rapport à un million. Tu vois, Énorme. de quelque chose. Tu vois. Donc donc c'est un peu voilà. Mais après ça c'est un débat autre que le débat qui nous anime. Mais oui, sinon effectivement quand tu mets sur ces échelles-là un TPMP et un UFC, effectivement tu te rends compte que effectivement oui, si tu prends à cette échelle-là, c'est tout à fait normal. Ça, j'avais vu, bon, c'est plus parlant dit comme ça, mais cette phrase, quand je l'avais vue, c'est vrai que ça m'avait marqué. 1 million de secondes, c'est 11 jours. Hmm. 1 milliard de secondes, c'est 32 ans. Ouais. Ça vous donne la différence entre un millionnaire et un milliardaire. Je sais, c'est des exemples que je prends très souvent, justement, quand je parle des milliardaires, où tu sais, même si tu empiles des billets d'1 dollar, tu sais, 1 million de dollars et 1 milliard de dollars, et tu vois, tu suis, en fait, tu vois jusqu'où ça va. Et c'est des échelles, tu vois, je crois que j'ai plus le truc exact en tête, mais je crois que c'est 1 million de dollars, c'est à peu près la Tour Eiffel, et puis 1 milliard, t'es dans l'espace, quoi. Tu vois, c'est juste au cumulé. Au cumulé quand tu les mets, enfin, tu sais, les uns sur les autres. Donc oui. Non, c'est des échelles qui sont complètement folles. Parce que même quand tu parles de 200 millions, mais même entre 200 millions et 1 milliard, même ça, tu sais, même si on dit à cette échelle-là, c'est cohérent, mais c'est quand même une différence qui est stratosphérique entre les deux, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, ce que ça rapporte d'un côté et de l'autre, ça n'a pas la même valeur. C'est ça qu'il faut calculer. Qu'est-ce que ça leur rapporte? Si Netflix sont prêts à mettre 1 milliard, c'est qu'ils vont facilement récolter le double. Oui, non, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, la question, c'est de savoir comment va évoluer l'UFC, parce que c'est vrai que là, nous, alors revenir on l'avait déjà dit, hein, mais revenir à des UFC moins fréquents, comme c'était le cas à l'époque, tu vois, avec un peu plus d'attente, tu vois, c'est intéressant, Moi, je suis OK même avec ça. si, même si aujourd'hui, on a pris l'habitude justement d'être nourri tous les week-ends, tu vois ce que je veux dire? Moi, non. Perso, non. Parce que finalement, dans le mois, je vais peut-être regarder 2 UFC grand max. Bah, on va Et regarder les encore, numérotés, et encore. Bah, surtout. alors déjà, je vais regarder les numérotés, ça, je ne les rate Mhm. pas. Et sur les Fight Night, je vais pas me lever dans la nuit. Ah ben moi non plus. Je vais Enfin, ça dépend. regarder Bah, je te dis ça, ça dépend des combats. très rare. Mais en général, non, Très je me rare. lève pas non plus, oui. C'est très rare. Moi, je suis d'accord avec ça, hein, avec le fait d'avoir moins d'UFC. Là, on en a quasiment un tous les week-ends. Tu vois, tu passes à deux. Deux, c'est très bien. Un Fight Night, un numéroté par mois, c'est largement suffisant. Mm. Et tu supprimes l'Apex. Tu supprimes l'Apex. Bon, après, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais il faudra couper le roster quasiment de moitié, ce qui donnera de la liberté à d'autres combattants de potentiellement signer ailleurs. Et tu n'as pas le choix. De toute façon, il y a beaucoup trop de combattants. Déjà, actuellement, avec tous les événements qu'ils ont, le roster il est déjà trop grand pour que tout le monde combatte dans l'année. Donc le problème, il est là Mais aussi. de toute façon, ils vont être obligés de le faire parce que s'il n'y a plus de pay-per-view, ça veut dire que aussi il y a des combattants qui vont devoir mieux payer de base, en flat, tu vois, en salaire fixe. Donc ça veut dire que si tu veux ne pas trop augmenter ta masse salariale, enfin tu sais, l'argent que tu donnes pour tes combattants, ça veut dire que tu es obligé de te séparer de certains combattants. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des coupes budgétaires d'un autre côté. Ouais, ouais.
De toute façon, là, on va avoir la réponse très rapidement, hein. Le deal avec ESPN, il s'est fini là où il se finit là. C'est vraiment dans cette période. Donc ça va se régler tout de suite. Ça va se régler tout de suite. Ils ont plusieurs propositions. Là, tu sens qu'ils sont en pleine négociation. Ils parlent de Netflix pour qu'ESPN ils surenchérissent. ESPN, ils vont surenchérir, Netflix vont surenchérir. Il y a peut-être même un autre truc qui va venir pour se greffer à ça. Bien sûr, comme un Amazon Prime par exemple ou quelque chose comme ça, oui, bien sûr. Tout est possible. Ouais, non, je suis d'accord. Et peut-être qu'il y aura, comme il le dit, de multiples acteurs aussi. C'est-à-dire qu'il peut aussi faire en sorte de faire le choix, tu sais, de passer, de diffuser sur plusieurs biais, tu vois. En fait, après, c'est le prix de l'exclusivité ou pas, tu vois. Bien sûr, il peut même diffuser les Fight Night sur certaines chaînes et les numéroter sur d'autres. Il peut faire ce qu'il veut, en fait. Par contre, ça efface l'idée qu'il avait de mettre en lumière et en avant un peu plus justement l'UFC Fight Pass, où là, pour le coup, bah, effectivement, il n'y a pas de... dans ce qui sort là récemment, en fait, il n'évoque pas du tout cette possibilité-là. Mais effectivement, enfin, ça c'est beaucoup moins lucratif pour l'UFC. Tu vas peut-être améliorer le Fight Pass, mais en tout cas pour l'instant, c'est moins lucratif pour l'UFC. Peut-être qu'il y aura par contre des interactions avec, je sais pas s'il y a Netflix, tu vois, une espèce d'interaction entre Netflix et le Fight Pass, c'est possible aussi. Tu as une évolution du Fight Pass avec la formule Netflix. Ouais. Faut voir. En tout cas, pour nous, ça ne devrait pas changer. Les droits télé, normalement, devraient toujours être sur RMC. Donc, il n'y a pas d'impact en France particulier. Donc, ça, c'est une bonne chose pour nous. Sauf, par contre, c'est vrai que... Attends, sauf si ça va sur Netflix. Alors, justement, ce que j'allais dire, si c'est Netflix ou Amazon Prime, par exemple, effectivement, ça pourrait changer la donne, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr encore. Tu pourrais avoir le choix de regarder sur Netflix ou sur RMC. Tu vois, je sais pas. Parce que j'ai du mal. Alors après, bon, on va pas se mentir, RMC, ils ont des droits de plusieurs organisations de MMA. Donc bon, ils perdraient quand même leur plus gros événement. Ce qui attire vraiment sur RMC, c'est. RMC, ils perdraient. Ils n'auraient aucun intérêt à signer l'UFC parce que si tu prends la masse des gens autour de nous, tout le monde a un compte Netflix. Tout le monde a un compte Netflix maintenant. C'est-à-dire que tout le monde regarderait sur Netflix. La plupart des gens qui payent RMC Combat Sport, c'est pour l'UFC. Ouais. Pourquoi tu continuerais de payer alors que tu as déjà ton compte Netflix? Ça, c'est sûr. Ah, ça serait vraiment un coup dur pour RMC. Ça serait un coup dur, surtout qu'en plus de ça, enfin, grâce à leurs droits, tu vois, ils pouvaient justement parler full blast de l'UFC en faisant des émissions tournées dessus, en pouvant justement diffuser des images, parce que c'est la problématique, c'est la diffusion des images quand t'as pas les droits. Tu vois, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je le vois avec les petites capsules justement qui sont faites. Sur celle-là, il n'y a pas de problème, mais sur la dernière, sur celle de McGregor, par exemple, j'ai dû couper un bout des images que je voulais montrer justement de McGregor contre Diaz parce que mes droits ont sauté. Tu vois, les droits de la vidéo elle a été bloquée. Donc ouais, ça joue beaucoup. Ouais. Donc ouais. Donc on verra comment ça va se passer, on verra de quoi demain sera fait pour justement cette nouvelle ce nouveau canal de diffusion en fait, tout simplement. On enchaîne et on termine avec justement coupe ton son. Excusez-le, il a un rôle de père à jouer aussi. Tant qu'il n'en tape pas un en direct, tout va bien. On va attraper des étranglements bientôt. Je ne ferai pas de cut. Sachez-le, je ne ferai pas de cut. La seule chose qui sera coupée, c'est la tête d'un de ses enfants. Donc, on termine avec Gordon Ryan. Des petites infos sur Gordon Ryan, justement, sur une rumeur d'une retraite sur un Team Ultimate Grappling. Tu vois, c'est pas un Team Ultimate Fighter, c'est Team Ultimate Grappling, tu vois, potentiellement qui serait mis en place. Donc, déjà, commençons par la retraite de de Gordon Ryan, mais c'est justement Danaher qui a lâché un petit peu l'info par-devers lui, en évoquant la participation de la New Wave au CGI 2. Gordon Ryan aurait dit, justement, déjà, il l'avait dit, déjà de base,
qu'il préférait prendre une balle dans la tête plutôt que de participer au CGI. Bon, ça, c'est le cas en tant que combattant. Maintenant, en tant que coach, je pense que ça sera un peu différent. Mais Danaher a dit que Gordon Ryan, en fait, ne serait pas que absent du CGI, mais peut-être bien plus largement, puisque il arrêterait peut-être pour de bon. Il a déclaré à Flow Grappling qu'il est très malade à ce stade. Donc, il ne croit pas qu'il ne pourra concourir sur un événement à nouveau, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà, hein, que sa santé le bloquait beaucoup dans sa pratique. C'est pour ça que là, il choisissait des adversaires. Et puis, enfin, tu vois, comme pour les super fights qu'il a fait, tu sais, justement sur la DCC. Alors, c'est des mecs qui ont même... Si, c'est l'élite, c'est des mecs sur qui on roule, qui proposent une grosse opposition. Ah oui, on parle de Pena et on parle oui. Mais sur les super fights, moi, je parle pas de la DCC. Sur les super fights, je trouve qu'il y avait quand même un niveau moindre que les mecs qu'il affrontait avant. Ouais, ou des mecs plus légers, beaucoup plus légers, tu sais. Ouais, non, je parle pas de la DCC. Oui, la DCC, c'était sa dernière grosse perf. Oui, bah, il avait combattu contre Yuri Simovic et contre Pena. En fait, il avait accepté de faire un super fight en plus du super fight qu'il devait faire en tant que vainqueur de l'absolute. Enfin, non, du précédent super fight justement contre Galbao. Donc, c'est lui qui devait. Enfin, tu sais. Alors, pour rappel, en fait, à la DCC, l'absolute t'amène à combattre l'année d'après le vainqueur du super fight de l'année d'avant. Je sais pas si vous avez suivi. À l'année N0, tu as un vainqueur de l'absolute et tu as un vainqueur du super fight. À l'année N+1, en fait, le vainqueur le vainqueur du super fight reste sur la table. Fight, il bouge pas. Oui, et le vainqueur de l'absolute de l'année N-1 l'affronte l'année N0. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça. Et le vainqueur du super fight N-1, c'était Gordon Ryan. Le vainqueur de l'absolute N-1, c'était Yuri Simovic. Et donc en N0, ils se sont affrontés tous les deux. Et Gordon Ryan a gagné. Donc normalement, il est censé, au prochain ADCC, rejouer son titre, entre guillemets, revenir pour le super fight. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? Et lui, comme il ne veut jamais faire les choses comme tout le monde, il avait accepté de faire un super fight contre Felipe Pena, en plus de son combat au super fight contre Yuri Simovic. Et il avait gagné les deux. Et il avait gagné le premier dans la douleur. Chose qu'il avait fait en plus au précédent ADCC, où il avait fait et la KT et le super et son super fight. C'est ça. Oui. Chose qui normalement n'est jamais fait. Enfin, donc voilà. Mais bon, visiblement, en tout cas, son état de santé ne s'améliore pas. On sait très bien qu'il y a des moments où il est resté alité pendant des mois, justement, où il y avait eu la période où il avait perdu énormément de poids. Des photos vraiment tout amaigri, avec la grosse barbe. Enfin, le mec, il avait pris 30 ans en l'espace d'un mois, quoi. C'était Robinson Crusoe. Exactement. On venait de le retrouver sur une île déserte, le type. Donc, le problème, ouais. alors on ne sait pas exactement quel est le problème de santé qu'il a. Ce qu'on peut en comprendre et en déduire, c'est que les charges, parce qu'il est chargé comme une mule, c'est un secret pour personne, les charges qu'il se met n'aident pas, c'est une certitude. Voilà. Et que finalement, pour préparer chacun de ces gros combats, eh ben, il remet la dose. Puis à chaque fois, derrière la compétition, c'est la dégringolade. Ah ouais, c'est pas qu'il est chargé comme une mule, il est chargé comme un troupeau de mulets. Tu vois, c'est vraiment, pour le coup, c'est ouais. Et il le revendique en plus. Il dit que le dopage aide au spectacle et aide aux performances et qu'il faudrait arrêter de se voiler la face et accepter que tout le monde se dope. Ça, c'est sa ligne de conduite. Donc ouais, mais en tout cas pour l'instant, force est de constater que pour l'instant, visiblement la rumeur de retraite serait là. En plus, je pense que tu sais, au fur et à mesure, il se dirige plus vers une posture politique que vers une posture sportive entre guillemets. Donc voilà, avec ses liens avec Donald Trump et tous ces trucs-là. Donc je pense que tu vois, c'est un peu comme un Conor McGregor. Tu sais, finalement, Donald Trump, là, il met des sportifs à la retraite. Parce que t'as Conor McGregor qui finalement s'éloigne de plus en plus de la cage, même si on ne croyait pas à son retour. Mais d'autant plus parce que voilà, il veut se lancer en politique. T'as Gordon Ryan qui s'éloigne un peu du sport parce que oui, je sais ce que tu vas dire. Avec bah vas-y, dis-le. Conor qui a retweeté. Oui, voilà, c'est ça. Sur Chandler. En disant notre affaire n'est pas terminée ou quelque chose comme ça, je sais plus le terme exact. C'est ça. Et ouais. Il veut un stade. Son plus grand retour. Je ne reviendrai que dans un stade. C'est ça. Donc voilà, c'est. Il pense retourner Chandler comme une crêpe.
Oh. Oh, vanne technique, vanne de gourmand. Vanne pâtissière. Ah, appelle-moi Mercotte. Bref. Ah mon Dieu. Donc ouais, donc c'est pour ça, je pense qu'il y a ce truc-là. Bon, maintenant, je pense que Gordon Ryan va se diriger petit à petit vers un rôle de coach plus qu'autre chose, parce que surtout que Danaher, lui aussi, dit qu'il va sûrement se retirer parce qu'il a du coaching d'athlète professionnel, car il a besoin de réaliser plusieurs chirurgies. Je sais pas lesquelles, mais en tout cas, je sais que aussi Danaher, lui aussi, sa santé, bah, c'est ce qui a fait qu'il a jamais combattu véritablement. Il a des problèmes, je crois, de hanche, quelque chose comme ça. Ou... Je crois qu'il a des prothèses même. Ouais. En tout cas, ça l'a stoppé très rapidement dans ses envies de combattre à haut niveau. C'est ça qui l'a dirigé en fait vers le rôle de coach. Donc voilà. Et je pense que celui qui va prendre véritablement sa place ou l'accompagner un peu plus, c'est Gordon Ryan, qui a déjà finalement un rôle de coach, hein, beaucoup En plus vrai, aujourd'hui. Hein. en vrai, Danaher, il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Je pense que vraiment, son poulain, c'est Gordon Ryan. C'est un peu comme Mickey avec Rocky, tu vois. Je t'ai amené au plus haut niveau, j'ai fait mes preuves, il a vendu tous ses DVD, il a fait Mm. explorer tout un tas de systèmes. On peut même dire qu'il a révolutionné le jiu-jitsu à une période. C'est bon. Et en plus, il a réussi à faire ça sans crever à la fin. Et ça, En plus, et en ça, plus. c'est Mickey une n'a pas victoire. réussi. La santé était trop fragile. Problème de cœur. Donc ouais, non, mais c'est vrai. Et, euh, et en plus, tu sais, tu le vois, il commence à faire des bilans. Bah, c'était Julien qui me disait ça, tu sais, quand on était à la DXC, où il avait fait son bilan un petit peu, et il avait parlé des erreurs qu'il avait fait, notamment dans la gestion du style de Gary Tonon. Tu vois, sur le fait Alors, il m'a dit justement, Julien, il faut juste que je me souvienne de ce qu'il m'a dit, sur le fait que, tu vois, il l'ait mis un peu en passeur, tu sais, alors que c'était plus un style, tu sais, en passeur pression, alors que c'était plus un style, tu sais, dynamique, opportuniste et tout ça. Donc, qui s'était trompé justement avec un Gary Tonon, tu vois. Donc l'homme fait son bilan aussi. Quand tu commences à faire ton bilan, c'est que ouais, ça sent la fin pour le coup. Mais Gordon Ryan, comme je disais, ouais, effectivement, il se dirige vers le rôle de coach, puisqu'on sait qu'il a un rôle à jouer très prépondérant avec Elena Crevard, tu sais, qui suit beaucoup, c'est un peu lui son coach. Mais t'as aussi de la relève, hein, tu vois. Enfin, il y a eu aussi Meregali, il s'est beaucoup occupé de Meregali. Bon, Danaher aussi, tu me diras, hein. Enfin, pour le coup, les deux, tu vois, en parallèle. Mais t'as quand même des noms hein, qui sortent aujourd'hui, hein. Luke Griffiths, Big Dan, Bodoni, tu sais, Giancarlo Bodoni. Tu vois, c'est vraiment des noms qui sortent qui font des résultats, notamment ce week-end. Tu vois, Elena Crevard et Luke Griffiths, tous les deux sont sortis avec une victoire au WNO. Tu vois, t'as Crevard qui a pris la ceinture du WNO, t'as Luke Griffiths qui a gagné contre Victor Hugo. Victor Hugo qui venait de gagner contre Nicky Rod. Donc avec une très belle victoire en plus. Enfin, tu vois, voilà, il y a des gens qui poussent pour la New Wave et donc ça ne s'arrêtera pas avec un Gordon Ryan. Tu vois, ça veut pas dire que on retrouvera un Gordon Ryan parce que voilà, il y en a qu'un, je pense, quelle que soit l'académie. Mais pour le coup, c'est vrai que ça ne s'arrête pas avec lui. Tu vois. Non, clairement, clairement pas. Puisque de toute façon, comme on le disait, c'est pas la première fois qu'il a des longues coupures. Et puis l'équipe tourne toujours. Ça y est, ils sont dans le paysage du Jiu-Jitsu comme une des meilleures équipes du monde. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis Gordon Ryan ne se taira pas non plus, puisque tu le vois, il est très enclin toujours à réagir sur les réseaux sociaux après certains fights. Justement, là, il y a Nicky Rod qui a affronté Kenan Duhart sur ce même WNO. Et on s'est retrouvé dans une situation un peu longue, tu sais, où Nicky Rod a réussi à prendre la position montée sur Kenan Duhart et à essayer d'attaquer le bras-tête tout le long, je crois que ça a duré bien 6 minutes, hein. Ouais, 6-7 minutes, justement, à essayer de lui placer le bras-tête avec un Kenan Duhart qui n'arrivait pas à sortir, en fait, tout simplement de la position montée. Et puis t'as Gordon Ryan qui a dit que les deux avaient dû oublier de regarder les DVD sur comment isoler le bras en montée et l'autre comment sortir de la montée, justement. Donc tu vois, il dit que voilà, il se propose justement de leur offrir ce DVD pour avoir les bonnes astuces.
Bon, là où ça a un peu dérivé, c'est que tu as toute la B-Team qui a fait une levée de bouclier pour défendre Nicky Rod, qui est un des patrons justement de cette B-Team, en annonçant que Greg Jones avait couché avec la meuf de Gordon Ryan, mais je suis pas sûr qu'ils soient encore ensemble, là, visiblement. Il y a des doutes. On m'a posé la question. C'était une Et en question fait, auditeur. c'est Je quoi? suis pas sûr qu'ils soient Tu m'en ensemble. as parlé hier. Tu m'en as parlé hier. Du coup, j'ai été sur le mur de Gordon Ryan et il a supprimé toutes les photos. Il n'y a plus de Avec photos elle. avec elle. Il n'y a plus de photos. Et alors, il y a des vidéos où il présente des techniques avec elle, mais c'est des vidéos où il vend ses DVD, etc. Parce que c'est elle le cobaye, la partenaire dans les DVD. Mais ouais, je suis pas sûr que. Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz. Elle, je crois qu'elle est en Afghanistan, là, pour l'instant. Enfin, tu sais, elle fait des voyages et tout ça. Enfin, tu sais, Bon, elle, en Afghanistan, tu sais, enfin, il y a comme un truc qui va pas dans l'histoire, mais bon, après, ça, Ouais, c'est ouais. autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout le monde a mis des commentaires en disant que elle non plus n'avait pas dû voir le DVD pour sortir de la position montée de Craig Jones. Enfin, tu vois, et tout le monde a été de son petit commentaire. Visiblement, Sony et Craig Jones, tu sais, voilà, elle a pas refusé la montée. Bon, bref, comme d'habitude, quoi. Après, c'est pas une découverte, hein. De toute façon, ça a toujours été un couple libre, puisque je crois qu'elle avait déjà eu une aventure avec le frère de Gordon Ryan. Enfin, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que là, peut-être qu'ils se sont séparés, mais c'est pas un couple, tu vois, où la fidélité. Enfin, c'est un couple échangiste. C'était un couple échangiste, on va pas se mentir. Ouais, Donc, faut pas non plus, ok. tu vois. C'est sombre tout ça. Ouais, c'est sombre. Et puis, ils l'ont déjà attaqué sur ce plan-là. Je suis pas sûr que ça le touche plus que ça, puisque de toute façon, je te dis, c'était un couple libre. Donc, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Et je connais que certaines personnes qui ont plus d'infos que moi d'ailleurs sur cette histoire. Je ne dirai pas les noms de qui. Ah, c'est pas difficile à deviner, hein. Craig Jones, lui, par contre, un peu plus intéressant, a annoncé, avec à la lumière de ce qu'on vient de dire là, en fait, c'est pour ça que j'en ai parlé, parce qu'en général, on parle pas des histoires d'amour de chacun, mais à la lumière de ce truc-là, et comme on sait que Gordon Ryan a la gifle facile, donc c'est pour ça que ça m'intéresse sur ce format-là. Visiblement, Craig Jones a annoncé une saison 1 de The Ultimate Grappler, donc le TUJ. Donc en commentaire, il a même posté de son post, il a même marqué Oncle Dana en le notifiant. Merci pour cette opportunité. Et visiblement, la photo, c'est la photo de lui et de Gordon Ryan à côté. Donc, alors pas à côté physiquement, mais en tout cas, ils ont fait un montage avec une photo de Gordon Ryan, une photo de Craig Jones. Donc, visiblement, les deux premiers coachs de ce TUJ seraient Craig Jones et Gordon Ryan, donc la New Wave, contre la B-Team. Enfin, ça sera peut-être pas New Wave B-Team, mais en tout cas, ça sera ces deux coachs-là, quoi. Écoute, si ça se fait, c'est incroyable. Je pense qu'en termes de communication, en tout cas pour le grappling, pour le jiu-jitsu, pour le nogi, c'est une pub de fou. On se rappelle que le TUF, ça avait vraiment contribué à l'essor du MMA. Je pense que pour le grappling, ça peut être une très bonne chose. Maintenant, si on revient à ce qu'on disait juste avant, le truc que tu disais avec ses problèmes de santé et tout, l'intérêt d'avoir deux coachs, c'est qu'ils s'affrontent à la fin. Si on reste sur le profil, sur le truc du TUF, sur l'esprit TUF, c'est ça le but. En fait, tu regardes toute cette émission, justement, pour découvrir des pépites, évidemment, mais aussi parce que les deux coachs ne font que se clasher et la tension monte pendant toute la saison, et à la fin, il y a le combat. C'est ça que tu vends, en fait. C'est en fait, Je suis le d'accord. TUF n'est rien de plus qu'une grosse mise en lumière et une grosse publicité pour le combat final des deux coachs. Exactement. Après, tu vois, le fait qu'il parle de faire un TUJ, là, un Team Ultimate Fighter, grappler, là, tu vois, quand Dana White disait qu'il allait mettre l'accent sur le grappling, le jiu-jitsu brésilien, déjà, voilà, ça montre que c'est le cas. Là où le TUF, le Team Ultimate Fighter, ne fonctionne plus, je suis persuadé que le Team Ultimate Grappler fonctionnerait. Parce que je pense que c'est quelque chose de nouveau pour les grappleurs et qui vont avoir à cœur en fonction des profils, hein, je pense, hein. Mais là, si tu mets un Gordon Ryan et un Craig Jones, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va suivre ce format-là parce que justement, les deux sont des personnages à suivre, qui sont déjà très suivis sur les réseaux sociaux. Maintenant, même s'il dit qu'il va se retirer de la compétition, parce que Dana White dit, tu vois, qu'il va se retirer de la compétition à haut niveau, bon, pour l'instant, il n'est pas au niveau tu sais, de l'époque où il était tout maigre. Tu vois, est-ce qu'il est capable de faire un dernier super fight? Je pense que oui. Craig Jones, il l'a battu plusieurs fois. Je pense qu'il est confiant.
Et je pense que, tu vois, juste faire un fight, tu vois, juste un seul fight, un dernier fight, peut-être ça serait sa tournée d'adieu, tu vois. En fait, ouais, alors, je suis d'accord. Faire un fight, oui, mais faire un fight, ça a les conséquences qu'il y a avec. C'est refaire une grosse cure, refaire une grosse prépa. Parce que faire un fight comme ça, il ne le fera pas. Je suis pas sûr qu'il se prépare comme quand il prépare la DCC. Je pense qu'il va se préparer, tu vois, mais je pense qu'il est. Tu vois, je pense pas qu'il ait besoin. Pour lui, hein, je parle à sa place, hein, je me transpose un petit peu. Pour un Craig Jones qui s'entraîne pas non plus que ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense que. Bon, Ah, ouais. mais ce combat, il est particulier. Tu sais qu'il représente énormément ce combat. Ah Perdre oui. ce combat, ça veut dire beaucoup. Hmm. Donc, pour le coup, je pense que la prépa va être en conséquence. Parce que là, tu joues autre chose que des ceintures ou de l'argent ou autre. C'est ta réputation que tu joues là. Ouais, mais tu te prépares pas comme la DCC. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. La DCC, t'es obligé de te préparer pour X combats de tant de Oui, il y a minutes, plusieurs fights. tu vois, avec des profils différents et tout ça. C'est Oui, il vrai. va se préparer, mais c'est pas la DCC. Tu vois, C'est vrai. s'il a été capable de se préparer pour la DCC, il est capable de se préparer pour un combat contre Craig Jones. C'est vrai. C'est vrai. Bah, écoute, si ça se fait, moi je kiffe, hein. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Ouais. J'espère. J'espère vraiment que ça se fera. Et même si, et je vais te dire, même s'ils s'affrontent pas à la fin, je regarderai le Team Ultimate Grappling. Tu vois, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pense que je regarderai. Parce que je pense que les formats enfin, les combattants qui vont prendre pour cette première édition, je pense que ça sera des combattants très intéressants, tu vois. Mm. Je suis d'accord. Ouais, c'est cool. Donc, Ça bouge dans le bon sens. ouais. Ah, je suis d'accord, hein, tu sais, entre la DXC ce week-end, tu sais, enfin, un format comme ça, quand on voit le CGI, quand on voit la DCC, même si la DCC, bon, ça restera toujours la DCC, mais on sent que ça descend un petit peu, tu vois, par rapport au CGI. Mais quand tu vois le WNO ce week-end, tu vois, qui était super intéressant, avec des combats très, très intéressants, tu vois, il y a quand même il y a pas mal de choses qui se passent autour du grappling, il y a une hype, il y a de l'engouement, il y a de l'argent, il y a pas mal de choses qui se créent. Tu peux devenir aujourd'hui autre chose qu'un combattant, mais en faire ta vie et gagner ta vie avec ça. Donc ouais, j'aime bien parce que c'est dommage, tu vois, c'était dommage de voir des profils quitter le grappling pour ensuite devoir aller au MMA, là où justement ils vont pouvoir durer dans leur discipline. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, les grappleurs quand ils se mettent au MMA, ils perdent de leur niveau et même quand ils font des super fights derrière, en fait, c'est plus le même niveau. Ça y est, en fait finalement c'est comme un, un McGregor qui est parti à la boxe Ah, anglaise, c'est ça. Oui, tu c'est vrai. vois. C'est la corrélation, c'est la même. Donc nous, on veut garder nos profils dans le grappling et qui gagnent leur vie en conséquence. Donc tu vois, cette évolution-là me plaît, moi. Ouais, je suis d'accord. On a fait le tour? Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Un petit mot de la fin? Si t'as une idée. T'as pas d'idée? Allez, faites-nous toutes vos vannes sur Chandler justement McGregor. Allez-y. Enfin, faites-nous voilà, l'histoire de la Chandler. Allez-y, faites-nous vos vannes. Mettez ça dans vos commentaires. Essayez d'incorporer ça. Je pense que c'est pas mal. En attendant, je vous invite à liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, le lien vers un porte-fight aussi avec le code TATAMI10 pour 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, allez, salut! Salut!